Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Que de chantiers ouverts pour la relance de l'économie béninoise. Sur le terrain, ça bouge, mais aussi ça grince les dents, ça et là. Mais à l'arrivée, que peut-on retenir pour espérer voir le panier de la ménagère mieux se porter? Aujourd'hui, nous retrouvons Ludovic Guédénon, éditorialiste, pour apporter son regard sur ce qui se fait. Et en face de lui, on ne le présente plus, il a nom Auguste Videgla, professeur et président du parti RVBN. Avec eux, il sera question de faire le décryptage qui s'impose. En attendant de les retrouver, un tour à la régie et le débat proprement dit. Ludovic Guédénon, bonjour. Bonjour, cher Joël. Merci de nous rejoindre. C'est un plaisir. En face de lui, je le disais, Auguste Videgla. Auguste Videgla, bonjour. Bonjour, mon cher Joël. Et merci bonjour aux téléspectateurs. de nous rejoindre aussi. Merci. Et oui, pas de jour sans qu'il y ait une petite touche à apporter déjà à l'existence dans l'espoir d'améliorer ce qui se fait et permettre de booster l'économie béninoise. On cite ça et là des secteurs phares, entre autres le port autonome de Cotonou, le secteur agricole, le coton qui fait la fierté des Béninois. Ludovic, je me retourne d'abord vers vous pour vous demander, pour ce qui se fait jusqu'à présent, qu'est-ce qui fondamentalement retient déjà votre attention? Merci, cher Joël. Nous notons de la volonté, nous notons de l'évocation. Et nous espérons que tout se met en place pour que tout ce qui est annoncé pour le bonheur du peuple puisse se réaliser. Auguste Videgla, la question, je vous la pose, mais autrement. Actuellement, qu'est-ce qui devrait pouvoir faire la fierté des Béninois? Ce qui devrait pouvoir faire la fierté des Béninois, c'est qu'enfin, un gouvernement a un programme d'action clair, concis, vulgarisé, à la portée de tous les citoyens béninois. Et à l'intérieur de ce PAG, tous les secteurs sociaux, économiques et culturels sont concernés, avec des axes de création de richesses, de création d'emplois, de réforme de notre économie et de création des conditions nécessaires à notre pays pour son décollage véritable. Ça doit être la fierté du Béninois et chaque Béninois devra, pas seulement dans un esprit de suivisme, mais aussi dans un esprit critique, mais sur la base du PAG uniquement, apporter sa contribution à la réalisation de ce programme d'action du gouvernement qui, je le répète, n'est pas pour le président Patrice Talon, n'est pas pour le gouvernement, mais a été conçu pour le Bénin, pour le peuple béninois, pour ses citoyens. En tout cas, 6 mois déjà passés que ce PAG existe. 6 mois, quel bilan peut-on faire? Que peut-on retenir? L'éditorialiste à son regard. Oui, Ludovic. Oui, cher Joël, le PAG, le professeur fait bien de l'évoquer. Le PAG, pour ce qui est de la transformation de l'économie, en son pilier 2, donc au pilier 2 du document, évoque la transformation économique et structurelle de l'économie. Et dans cette partie, il est prévu la mise en place de lois, de fondamentaux réglementaires pour pouvoir porter la nouvelle structure de l'économie béninoise. Et dans ces lois, nous avons les PPP, nous avons le Code des marchés publics et nous avons également des ambitions portées par le gouvernement qui font référence au climat des affaires. Alors, nous sommes en droit de nous demander, 6 mois après, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? Est-ce que la loi PPP est disponible et applicable? Non. Est-ce que le Code des marchés publics est disponible et applicable? Non. Est-ce que le climat des affaires se porte mieux que par le passé? Les hommes d'affaires le diront, mais je crois que c'est un peu non, parce qu'il y a quand même un peu de malentendu entre plusieurs investisseurs et l'État béninois. En tout cas, 6 mois passés, votre bilan, vous l'avez. Je suis tenté de vous écouter, mais avant, 3 noms à la suite. Qu'avez-vous envie de dire à ces noms? Ben, ce que je peux dire, c'est que c'est tout à fait normal, parce que, vous savez, lorsque vous entreprenez des actions qui ne sont pas encore en termes de résultats palpables, concrets, on a souvent tendance à penser que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Non, 6 mois, c'est peu dans la vie d'une nation. Même si vous construisez votre maison, 6 mois ne peut pas suffire pour construire une petite maison. Alors, reconstruire toute une nation sur la base de nouvelles axes, c'est extrêmement difficile. Alors, en 6 mois, beaucoup de choses ont été faites. Non, mais je vous interromps pas, mais je veux savoir, oui. La nation béninoise, oui. Elle est à reconstruire intégralement? Ah non, elle n'est pas à reconstruire. C'est comme Lavoisier l'a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La nation béninoise
où le Bénin est à transformer totalement. Il faut recréer. Nous étions dans un État-nation. Ce qu'on appelle État-nation, c'est que l'État, c'est la volonté des hommes et des individus qui font l'État. Il faut sortir de ce système pour avoir un État structuré avec des règles claires de fonctionnement. Toute personne qui vient fonctionne suivant ces règles et non à la volonté de X ou Y. C'est ce qui faisait que notre État était un peu démembré et on pouvait dire que c'était un État-nation. Aujourd'hui, un des axes importants, c'est que plusieurs décrets, des centaines, ont été pris pour restructurer l'ensemble du tissu de fonctionnement structurel de notre pays. Dans le tissu, dans le secteur industriel, beaucoup de choses, industrielles et économiques, bien sûr, beaucoup de choses ont été faites. On évoquera par exemple? On évoquera par exemple les réformes dans le secteur du coton. On évoquera par exemple... Non, allons-y graduellement, parce que le temps risque de nous prendre au dépourvu. Vous allez au niveau du secteur du coton, oui. Qu'avez-vous envie de dire? Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'État a complètement, plus ou moins, annulé la même mise de l'État dans le secteur du coton, les subventions qu'accordait l'État au coton, et à responsabiliser les acteurs du coton autour de la production en leur définissant des objectifs. L'État a créé un système de telle sorte que les cotonculteurs, les associations qui s'occupent de ce secteur n'aient pas des manques de financement. En faisant appel à des banques, l'État peut dire aux banques, nous vous garantissons accompagner ces acteurs. Aujourd'hui, les résultats dans le domaine du coton sont là. C'est des exemples dont nous pouvons parler. Les réformes au niveau des petites et moyennes entreprises. Vous voyez, aujourd'hui, avec 10 000 francs CFA, vous ouvrez votre entreprise. C'est vrai que le mécanisme avait commencé, mais il a été largement amélioré. La défiscalisation des PME sur une période de 3 ans, pratiquement aujourd'hui, est une réalité qui est en cours. Mieux, les tracasseries financières vont cesser parce que l'État a créé aujourd'hui une plateforme où les contribuables, les PME n'auront plus affaire directement aux agents de recouvrement, mais auront une plateforme où eux-mêmes, ils vont faire les déclarations de leur activité, etc. Et tout. Autre chose, nous avons les zones économiques. Avant autre chose, vous revenez à l'économie. Je prends les deux piliers évoqués par Augusto Videgla, à savoir le secteur coton et les PME, les résumés faits. Vous combien? Merci, monsieur. Merci, cher Joël. J'ai évoqué dans mes propos liminaires tout à l'heure la nécessité de mettre en place des lois qui doivent porter la nouvelle structure de l'économie. J'ai évoqué la loi sur les PPP, j'ai évoqué le code des marchés publics. Quand je prends le secteur coton, et si nous décidons par exemple que pour passer les marchés dans le secteur coton, l'ancien code n'était plus efficace pour permettre d'avoir les résultats que le gouvernement lui-même espère avoir. Le fait de n'avoir pas encore obtenu le nouveau code peut être un handicap pour les résultats espérés par le gouvernement. n'a pas obtenu le nouveau code. On a fait la deuxième campagne que le gouvernement du Bénin amorce sans encore le nouveau code. Donc on a dû passer des marchés pour les intrants. La campagne dernière, on en a encore passé pour la campagne qui démarre. La base de l'ancien code, c'est un État dans tous les cas de figure. Oui, mais c'est le gouvernement lui-même qui, dans son programme d'action, a prévu modifier l'ancien code. Mais il l'a modifié. Donc pour le moment, nous perdons l'avantage que nous aurions dû avoir avec le nouveau code sur 2 campagnes. Ok. Quand je prends les PME, j'ai évoqué le climat des affaires dans mes premiers propos. Une bonne viabilité des PME, le délai de création d'une PME, les facilités fiscales accordées aux PME, tout ça sont considérés par la Banque mondiale dans les affaires de doing business pour noter les pays au détour du climat des affaires. Donc, qu'il y ait des efforts pour améliorer ce qui existait déjà, c'est tant mieux pour notre climat d'affaires. Et j'espère que réellement il y a eu de l'amélioration. Je n'ai pas les mêmes informations que vous. Les informations que j'ai plutôt, c'est que les facilités qu'il y avait il y a 8, 10, 12 mois ne sont plus pareilles aujourd'hui. Ce n'est plus l'instantanéité qu'il y avait ne serait plus pareille aujourd'hui. Je ne suis pas allé vérifier, mais j'ai eu des témoignages. Et nous sommes dans une télévision. Pas lors du débat. Cette instantanéité a été un peu ralentie parce que des gens, une personne peut créer jusqu'à 20, 30 entreprises. Ça n'a pas de sens. Donc le système informatique qui gère tout cela a été renforcé pour éviter qu'il y ait... vous savez à quelle fin? On crée 3, 4 entreprises pour être le seul compétiteur dans le cadre d'un marché. Non, ce sont des éléments un peu aléatoires qui ne démontrent pas toute la volonté
et tous les efforts qui sont faits par le gouvernement pour amener notre pays à une situation de décollage. Voilà. Oui, vous évoquez un second aspect. Oui, le second aspect par rapport, je pense, au coton, nous étions sur le domaine du coton. Donc, le fait que l'État se désengage du secteur, mais en maintenant une certaine surveillance, en mettant en place des mécanismes pour permettre aux cotonculteurs de se prendre en charge eux-mêmes, nous a amené à ce résultat aujourd'hui. Sans que l'État n'injecte un franc, le coton a obtenu pratiquement 450 000 tonnes de production. Les mécanismes, comme il l'a dit, le partenariat public-privé, la loi sur le partenariat public-privé, le gouvernement, dès le mois de juin 2016, a mis en place. Vous savez, l'approche du président de la République, c'est de ne pas faire, mais de faire faire. Donc, toujours pour chaque action à mettre en œuvre dans le cadre du PAG ou de son projet de société, il met en place des comités ad hoc constitués d'experts, de personnes compétentes pour produire des documents sur la base desquels, après quelques avis et corrections de lui-même, c'est transmis au niveau des instances de validation telles que l'Assemblée nationale, etc. Mais nul n'est parfait dans la vie. Il peut y avoir qu'il y ait des glissements, par exemple la loi sur le PPP. Tout ce qui a manqué, c'était que ça devait passer d'abord par la Cour constitutionnelle pour un avis avant d'aller à l'Assemblée nationale. Ça peut arriver parce que le président de la République dit « j'ai 5 ans, chaque minute compte sur moi ». Donc, il va très vite, quelquefois, quelques petites erreurs peuvent arriver. C'est totalement humain. Et je ne pense pas que, à cause de ces petites erreurs, il faille porter le chapeau, être alarmiste. Cette réforme aurait conduit à quelques gaffes pour reprendre les propos d'un certain nombre d'acteurs au niveau de la filière. Je ne sais pas si ces plaintes vous sont parvenues. Non, ces plaintes sont parvenues. Qu'est-ce que soit ce que vous ferez dans la vie, un chef d'État, plus fort, même un chef de famille, quand vous décidez de reformer des choses dans votre maison, quand ça se passe mal, vous et madame, vous aurez de temps en temps à couteau tiré, les enfants vont vous bouder. C'est pareil, il n'y a pas de système parfait au monde. Le nouveau départ vise à doter notre pays d'un socle sur la base duquel il va être fier désormais d'être un vrai pays parmi les autres pays. Nous sommes dans un espace lieu-moi. Savez-vous quelle est la place qu'occupait le Bénin? Non. Bon, enfin, on ne va pas faire ce débat ici, mais vous savez qu'un voisin, un petit voisin à côté, nous surpasse largement. Regardez son port autonome. Le port de ce voisin, pour ceux qui voyagent un peu, la floraison des activités par rapport à notre port. On y revient tout à l'heure. On y reviendra. Donc, c'est autant de réformes que le chef de l'État a initiées. Dans le secteur du port, parlons-en, on a parlé de privatisation. Avant d'en arriver là, oui, vous avez suivi, Ludovic, les réformes ou ce qu'on appelle mesures pour booster le secteur de la filière coton n'ont pas manqué de susciter beaucoup de tollé. Et on continue d'en parler. Vous, éditorialistes, vous avez suivi tout ceci comment? Je vous surprendrai peut-être sur le coton. Moi, je suis très impressionné par la mesure qu'a prise le gouvernement de ne plus mettre de l'argent public dans le coton. Il y avait ce qu'on appelait les subventions. Depuis l'époque du président Kérékou, tout le bruit se faisait autour des subventions. Les subventions de l'État étaient devenues la manne que venaient capter les acteurs du coton. Donc que le gouvernement ait décidé de mettre un terme à la subvention du coton, c'est une très bonne chose. Nos caisses du Trésor ne s'en sentiraient que mieux. Mais mon seul regret dans cette activité-là, pour la toute première campagne que le gouvernement de la rupture a effectuée, c'est qu'on ait d'abord pris soin de rembourser les dettes de certaines sociétés qu'on dit liées à la personne du président de la République, avant même d'aller solder certaines situations des acteurs même. Et les montants de ces dettes, même parfois, n'auraient pas été suffisamment arbitrés pour qu'on sache que réellement, c'est le montant réellement dû qui est en train d'être remboursé. Et les arrêtés de remboursement ont été pris pour la plupart courant avril-mai 2016. Ça m'a paru un peu précipité, un peu se privilégier soi-même par rapport à d'autres acteurs du coton. Parce que dans le même temps, il y avait des ardoises qu'on pouvait nettoyer au profit des transporteurs, au profit même des producteurs. Bon, c'est vrai que tout ça a été fait par la suite, mais il n'empêche que l'un est passé avant l'autre. Ça, c'est mon regret à moi. Sinon, j'approuve très bien le fait que le gouvernement n'ait plus à mettre de l'argent dans le coton.
Encore faudrait-il que nous évaluions au bout de 2-3 campagnes pour voir ce que ça donnerait. Oui, on reste à ce niveau. Vous avez quelque chose à ajouter Oui, d'abord? ce que moi j'ai à dire, c'est peut-être que M. Ludovic est un peu mal informé. En fait, les décaissements qui ont été faits entre avril et mai ont servi, c'est en direction de l'AIC, de Sodeco, ont servi à payer justement les cotonculteurs parce que le chef de l'État, dès qu'il a pris le pouvoir, avait une hantise. Il ne faudrait pas qu'à la fin de l'année, il y ait une mauvaise production cotonnière. Or, l'agriculture est le socle de notre économie pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement agir. Les dettes qui étaient en instance, il faut les payer pour permettre à ces structures, qui sont les structures fêtières du secteur, de payer et leur personnel et les cotonculteurs pour relancer la machine. C'était une mesure d'urgence indispensable. Et aujourd'hui, nous avons les résultats qui sont là. Il aurait attendu 2-3 mois, le découragement, la motivation, et puis bon, le secteur serait parti. On n'aurait pas ce résultat aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Ces mesures ont conduit aussi à la privatisation d'un certain nombre de sociétés, dont la Sonapra. Ils sont nombreux, les Béninois, à ne pas comprendre ces options. Non, ils n'ont pas compris parce que, comme je le dis toujours, peut-être que... il nous manque juste une meilleure approche de communication avec les acteurs, les journalistes, etc. et tout, un certain nombre d'acteurs pour mieux diffuser l'information. Ici, il y a un dénivellement entre la réalité et ce que l'analyse ou la perception par nos concitoyens de l'information. Non. Sinon, oui. Sinon, votre question est attrapée là, moi. Oui, c'est pour comprendre justement ces mesures. Les raisons de suppression des entreprises. Oui, et voilà. S'il y a ces tollés, en dehors du public, où on a entendu clairement dire que les acteurs qui ont quand même un rôle prépondérant dans la filière dit n'avoir pas été associés, c'est quand même un peu dommageable, non? Oui, non, bon, pas dommageable. Vous savez, par rapport d'abord à la suppression de ces structures, la Sonapra, elle a fait son temps. Et vous avez vu les chiffres des dettes abyssaux qui ont été accumulés durant des temps. Une gestion catastrophique de cette structure. Elle n'avait plus vocation de... Et en plus, c'était une structure sous la tutelle de l'État. Vous savez, dans tous les pays, dans toutes les économies qui se veulent émergentes, dans toutes les économies qui se veulent stables, les structures commerciale ne doit plus être sous le joug de l'État. Ça ne fonctionne pas parce que le politique a mettons, un impact, une pression négative sur la bonne santé financière et économique de ces structures. La Sonatra était arrivée à ses limites. Des dettes que l'État ne voulait pas prendre en charge, l'ONASA c'était pareil, etc. Donc il fallait supprimer ces structures. Mais supprimer ces structures ne veut pas dire qu'on les laisse dans le vide. On crée maintenant un mécanisme d'accompagnement. Mais bien sûr, absolument. Mais quand même, c'est un État. L'État n'est pas l'ennemi du citoyen. L'État met en place des mécanismes. On entend souvent ça. Non, l'État n'est pas l'ennemi des citoyens. L'État met en place des mécanismes, quelquefois qui sont un peu douloureuses, mais tendant à créer les conditions favorables à l'épanouissement du citoyen. Et l'ensemble, c'est-à-dire la préoccupation majeure, 24 heures sur 24, je vous dis, même lorsque les chefs de l'État étaient un peu souffrants, c'est comment faire pour qu'à terme, arriver à créer vraiment ce climat. Je me retrouve là, Ludovic, parce qu'il y a eu vos pairs, éditorialistes également, qui évoquaient la question, mais sous d'autres angles. Un chef qui pense plutôt à lui qu'à son peuple. Et là, Ludovic, il y a Auguste qui souligne noir sur blanc qu'il n'y a pas d'initiative contre le peuple, mais pour le peuple. Oui, moi j'ai dit ce que je sais, et je sais que j'ai vu des arrêtés du ministère de l'économie et des finances autorisant des décaissements au profit d'entreprises intervenant dans le secteur coton, vis-à-vis de qui l'État a contracté des dettes sur des campagnes antérieures. Et ces décaissements ont été faits courant avril-mai 2016, bien avant que le gouvernement n'ait annoncé les paiements faits au profit des producteurs de coton et des transporteurs. Donc ça, je le sais. Et je sais que j'ai vu ces documents. Je veux faire une mention, monsieur le journaliste. Ma mention, c'est que si nous pouvons nous focaliser, ce sont des données qui sont passées. On a fait tellement de débats autour de ces décaissements. C'est une question qui m'est posée. Sur ce plateau. C'est une question qui m'est posée. Allons-y vers
Où va le coton? C'est une question qui une question qui me pose de savoir si le chef d'État pense à lui-même avant de penser au peuple. C'est bien ça la question. Et donc, moi j'établis le lien. Ce qui peut faire dire à ces éditorialistes ce qu'ils ont dit, est-ce que je viens de dire? Et s'ils ont les mêmes informations que moi, ils sont en droit de dire ce qu'ils ont dit. Et maintenant, après ça, on peut avancer. Donc l'avenir des hommes dans ce secteur, c'est quoi? L'avenir dans le coton, c'est d'atteindre, si possible, le niveau de production des Maliens. 600 000 tonnes. On a tout le mécanisme déjà en place pour en arriver là? Bien sûr, le mécanisme se met en place. Le premier mécanisme, c'est les hommes. Il faut savoir les responsabiliser, les manager. Il faut mettre des compétences à la tête des organisations pour les encadrer, les motiver. Et mieux, la rétribution. Vous savez, lorsqu'un homme est bien motivé, il a le juste prix du travail qu'il fait. Il est beaucoup plus motivé à apporter les résultats qu'on attend. Aucun citoyen béninois, en revanche, ne peut souhaiter que le coton meure. Parce que, comme vous l'avez dit dans l'un de vos propos, c'est le seul produit d'exportation qui soutient notre croissance. Absolument. D'ailleurs, le calcul du taux de croissance de notre pays est lié à la quantité de coton que nous produisons au titre de l'année en question. Avec les 453 000 tonnes qu'on a cette année, nous pouvons espérer que ça influera considérablement le taux de croissance au 31 décembre 2017. Mais le taux de croissance aussi est lié en grande partie sur les investissements. Si, j'ai dit entre autres. En termes de calcul économique. J'ai dit entre autres. Oui. J'ai dit entre autres. Donc, personne, aucun Béninois aimant son pays ne peut souhaiter que le coton meure. Mais lorsque nous arrivons, et que dans le secteur agricole seulement, lié au coton seulement, on a supprimé 1045 emplois. On a fermé la Sonapa, on a fermé l'ONASA, on a fermé la centrale d'achat des intrants. Et que toutes ces personnes, vous voyez un peu l'effectif déjà, qui d'une manière ou d'une autre, même si ce sont des gens qui ne travaillent pas et qu'on payait, apportent certainement quelque chose à la construction de la filière. Alors, ils sont remplacés par quel dispositif, avec quel effectif, pour pouvoir faire le travail colossal qu'implique la filière coton. Alors, s'il y a des projections pour ça qui garantissent le maintien de la quantité de production au-delà des 453 qu'on a cette année, c'est tant mieux. En tout cas, au niveau de la filière coton, si des efforts se font, des mécanismes en place pour booster le secteur, il y a aussi des rêves plus grands pour le secteur agricole dans son ensemble. On nous parle de la noix d'anacarde, on nous parle du riz et autres. Où est-ce qu'on en est exactement par rapport à ce secteur dans son ensemble? Effectivement, le programme du chef de l'État matérialisé dans le PAG d'ailleurs pour le secteur agricole, c'est de faire à terme du Bénin une petite puissance agricole sous-régionale. Alors on a entendu dire que ce n'est pas possible. Puissance agricole régionale. Non, oui. Quel est l'objectif? D'abord, l'autosuffisance alimentaire. Il faudrait que nous parvenions à l'autosuffisance alimentaire, ne plus importer. Regardez tout le riz que nous consommons importé de l'extérieur. Nous envoyons notre argent à l'extérieur et nous nous appauvrissons en plus. L'État a fait le point de l'existant. On a connu par exemple Erika ici, après tout est une question de gouvernance, d'approche de gouvernance. Tout dans la vie, tout. Je vous donne un exemple qui n'est pas dans le cadre de votre question. Vous prenez deux chefs d'entreprise qui viennent le même jour de créer leur entreprise. Ils ont tous les mêmes moyens pour démarrer. Supposons qu'ils ont 100 000 francs pour se lancer dans la vie. Dans 5 ans, vous suivez le parcours des deux. L'autre va réussir, l'autre va échouer parce que c'est une question de compétence et de gouvernance. L'Erika a échoué, peut-être parce qu'il y avait trop de contradictions entre les différents acteurs. Nous l'avons vécu ici. Vous voyez, aujourd'hui, il convient d'enlever tout ce qui est politico-politicien de l'ensemble des mécanismes qui doivent nécessiter un résultat. Le chef de l'État, le gouvernement fonctionne par des objectifs et des résultats. Et c'est pour cela que un organisme spécial de suivi qu'on appelle unité présidentielle de suivi a été mis en place. C'est pas de trop? Ah non, 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 non. L'unité présidentielle de suivi, c'est pas de trop. C'est lui qui permet, chaque semaine, je vais vous donner un exemple, chaque semaine, tous les directeurs centraux, les projets, les coordonnateurs de projets, les directeurs généraux doivent faire un compte rendu à la fin de la semaine de l'évolution de leur activité. Faire des planifications. C'est des déclinaisons en fait. Lorsqu'on a le PTA, maintenant chaque semaine, il faut faire planification, reporting, obligatoire. Et ces unités présidentielles se chargeront de collecter ces informations, de faire les analyses, de dégager les gros déterminants. Pourquoi une activité prévue sur 2 semaines
au bout de 3 semaines, n'a pas été accepté. À quel taux de résultat? Les unités l'analysent et remontent au chef de l'État directement. Et des décisions sont prises. Si vous entendez tel DG est sauté, tel coordonnateur est sauté, c'est dans le cadre de ces choses. Que tout ceci se fait. Mais bien sûr. Je vous ai pris beaucoup de notes là. Absolument. Oui. Non, mais puisque je découvre l'existence d'une unité présidentielle dont je n'avais jamais entendu parler, donc j'ai pris soin de noter ça. C'est une unité chargée de faire le suivi, évaluation. Je suis très impressionné par l'approche, parce que, comme le dit souvent le président Nicéphore Soglo, l'Africain, le noir, a besoin d'être suivi comme on suit en griffe. Donc, j'approuve la démarche qui est mise en place et je la félicite. Bon, je voudrais, avec votre permission, aller rapidement vers un autre secteur qui apporte beaucoup à l'économie béninoise, qu'on ne passe pas sous silence, le port de Cotonou, qui rapporte à lui seul 80% des recettes fiscales du Bénin. Depuis quelque temps, ce secteur a connu de nombreux aménagements visant à améliorer sa productivité. Vous avez aussi suivi de très près, Ludovic Diguédon, ce qui se fait de ce côté-là. Oui, et j'attends de voir ce que donnera la dernière actualité. La dernière actualité, c'est l'annonce de la mise en concession du port autonome de Cotonou, différent du port de Cotonou. C'est bien ça, hein, oui. Du port autonome de Cotonou, pour des objectifs visant à accroître la compétitivité du port. Je ne rêve que du meilleur pour mon pays. Et donc si le gouvernement estime que c'est en mettant en concession le port autonome de Cotonou que sa compétitivité va s'accroître, tant mieux. On a eu des initiatives par le passé avec le MCA, et le gouvernement d'alors a initié des choses qui ont permis de réduire les délais de traitement des marchandises au port, où on est passé de moins de 300 conteneurs ou camions par semaine à des milliers. Alors ça a donné ses résultats. Le gouvernement actuel estime qu'il faut mettre en concession le port autonome de Cotonou pour pouvoir faire plus de compétitivité. Et la mise en œuvre nous permettra une évaluation à terme pour voir ce que ça donnerait. On a suivi les acteurs eux-mêmes donner de la voix, décriant la méthode. Aujourd'hui, il semble qu'un terrain d'entente a été trouvé. Mais à l'avenir, il faut s'attendre à quoi? Moi, je pense qu'à l'avenir, peut-être que, je le dis toujours, l'approche de la communication et l'approche participative va manquer. Sinon, l'objectif de la mise en concession du port autonome est un des meilleurs objectifs, une des meilleures décisions que le gouvernement ait prises, parce que c'est le port qui est quelque part aujourd'hui une des sources d'entrée pour la trésorerie de l'État, une des meilleures sources pour la participation au budget de l'État. Voilà que ce secteur est un peu en léthargie, en fait, depuis 2 ans. Vous savez que les cargos n'accostaient plus au Bénin durant un moment, pour les raisons de multiplicité de pôles de décision dans le secteur, etc. Donc, tout ça a été assaini. Et pour éviter que le politique n'interfère plus encore désormais dans la gestion du port autonome, la meilleure solution, c'était de mettre le port en gestion. Et à cette réponse, il y a une coalition qu'on appelle les FSP, j'imagine que vous connaissez la coalition, qui dit qu'il s'agit plutôt d'une privatisation sauvage qui n'a pas de nom et des licenciements abusifs qui viseraient plutôt à aider un seul homme à asseoir une certaine fortune. Vous apportez quelle réponse à ces éléments? Toujours de la mauvaise information à Non, c'est de la désinformation. Vous savez, le président de la République est élu pour un moment. Et même si le président faisait au-delà du mandat que lui-même il veut, un jour, il ne sera plus président de la République. Mais il va rendre compte. Mais c'est quelqu'un qui est quand même raffiné, avec des objectifs clairs. Lui, le chef de l'État veut réaliser des choses extraordinaires, titanesques à la fin de son mandat. Le reste, ce sont des commentaires. Mettre le port en gestion déléguée permettra de diminuer l'influence de l'État. Parce que vous savez que le secteur privé, lorsqu'on lui confie un secteur privé responsable, il produit que de la valeur ajoutée. Donc, c'est l'objectif. Débarrasser le port des multiples contradictions pour donner une orientation de gestion claire au port où l'influence du public ne va plus intervenir. Nous avons des sociétés d'État pour lesquelles nous pouvons donner des exemples. Regardez une société comme Libercom. Vous savez que la télécommunication est l'un des secteurs les plus
qui donne le plus de valeur ajoutée et de cash flow pour les privés. Mais regardez Libercom, où est-ce que Libercom se trouve aujourd'hui? Parce que ce sont les gérants publics. Les employés vous diront, et vous les avez suivis, que s'ils en sont là, c'est parce que l'État l'a bien voulu. Mais justement parce que l'État doit se désengager de tout ce qui est commercial. Les structures commerciales et industrielles doivent être gérées par des privés. Dans une économie qui se respecte, il ne revient pas à l'État d'être un commerçant. Ce n'est pas le rôle d'un État. Le rôle d'un État est de veiller à ce que l'ensemble des mécanismes nécessaires au bon fonctionnement, à la bonne santé de la population, à la bonne éducation, aux vecteurs de développement du pays soient mis en place. Mais l'État n'a pas vocation à être commerçant, à être opérateur économique, industriel, etc. Il encadre l'ensemble de ces secteurs. Ludovic, du Congrès à se mettre sous la dent oui, mais avant, en même temps qu'on peut espérer qu'en confiant cette structure au privé, on aura plus de résultats, en même temps, il faut identifier les secteurs dans lesquels la chose n'est pas possible, voire admissible. Le secteur des télécommunications, par exemple. Et ça fait partie, entre autres, de la souveraineté de l'État. À trop ouvrir ce domaine-là, nous mettrons toute la liberté de l'État dans des mains de privés. Et c'est déjà arrivé. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu un quiproquo entre l'État et Nasouba. Et Nasouba, en tant que particulier, était en mesure de bloquer l'État sur des choses. Alors, si vous confiez les télécommunications tout entièrement et que la décision de bloquer ou d'ouvrir incombe à un privé, ne soyez pas surpris que ce privé exerce ce même pouvoir-là pour coincer l'État. Donc, c'est juste un avertissement que je donne pour que cela puisse être pris en compte. Alors, l'autre aspect de mon analyse, c'est que l'État, le gouvernement actuel nous a promis que désormais, on nommerait les responsables de ces sociétés par appel à candidature. Et que cela constituait pour lui l'approche par laquelle on pourrait obtenir le meilleur de ses dirigeants. Il me semble qu'on est en train de quitter cette piste pour la piste des mises en concession, en recherchant toujours la performance. Alors, quand on va mettre en concession le port autonome de Cotonou, par exemple, la société qui va prendre sera forcément béninoise, ou même celle internationale. Le directeur général qui va être employé par cette société sera forcément béninois. Les employés du port autonome de Cotonou, soit ce sont les mêmes qui sont là qui vont être maintenus, ou ils seront balayés, comme le cas de la Sonacra, et remplacés par d'autres, mais ceux qui viendront seront toujours béninois. Et vous voulez dire... Alors, si on est en mesure d'espérer du résultat dans un nouvel attelage fait de béninois, pourquoi ne pas chercher le moyen de l'avoir avec l'attelage qui est là, qui est fait de béninois également? Pour les béninois qui viendront après, ceux qui sont là, auront deux têtes? Je ne crois pas. Et donc, moi, je pense qu'il faut trouver le moyen d'agir sur le capital humain de notre pays, plutôt qu'à vouloir faire de la substitution pour espérer des performances. Ça, c'est mon regard. Non, je pense que c'est un regard. Voilà, comme il l'a dit, c'est juste un regard. Un regard peut-être un peu de profane aussi, il faut le dire. Parce que le management d'une organisation aussi énorme que le port autonome de Cotonou, ce n'est pas une question de béninois ou etc. et tout. Le personnel restera à son poste. C'était des inquiétudes parce qu'il n'y avait pas eu de communication. Aucun membre du personnel ne sera enlevé. Mais juste le management, l'organisation, les objectifs, le financement du port autonome de Cotonou, les résultats attendus, parce que le contrat qui sera signé, c'est des contrats d'objectifs. Si l'État, par exemple, avait comme revenu, je dis n'importe quoi, hein, je ne suis pas acteur du port autonome de Cotonou, l'État avait, par exemple, annuellement, mettons 100 000 francs du port de Cotonou, la mise en concession va dire, bon, désormais, au lieu de 100 000 francs, c'est peut-être 1 million de francs CFA que la concession doit reverser au niveau de l'État. Sinon, le contrat sera... Voilà autant d'éléments sur lesquels l'État mise pour accroître ses ressources personnelles. Vous savez, les indicateurs pour atteindre la réalisation du PAG, il faut que l'État puisse mobiliser beaucoup de ressources. On ne passera pas que du temps à aller prêter de l'argent. Une belle introduction, voilà, oui, le merci. PAG. Aujourd'hui, le taux d'exécution de ce qui a été envisagé, projeté, ça vous rassure? Mais avant, si vous permettez, je voudrais faire un petit bond en arrière sur le domaine de l'agriculture, la problématique du riz. Et pour dire à M. Videgla, qui a passé longtemps, il y a eu une tentative publique de booster la consommation locale. Un ancien ministre a voulu que nous consommons plus le riz béninois que le riz importé. Et a réuni les importateurs de riz une fois et leur a dit, je vous exige de consigner au Trésor public 10% de ce que vous importez en termes de riz chaque année. Et la compensation vous sera donnée en riz béninois. Mais on n'a pas pu. Les producteurs locaux n'étaient pas capables de fournir pour un seul importateur.
C'est-à-dire la première importatrice qui a accepté faire le deal et qui a déposé ces 10% n'a pas pu avoir la quantité compensatrice. Ça m'étonnerait parce que vous savez, ça m'étonnerait parce que je sais qu'il y a 2 régions de production de riz 2015. qui ont eu sur le bras 2 saisons entières de production. Il y a la région d'Aganli vers Ouahi et puis il y a la région de Malanville. Hein. Ce que je vous dis là, monsieur Vinegla, remonte à 2015. Oui. De janvier à avril 2015. Je vous parle de l'année je suis passé 2015. Je vous parle de 2015. La dame, elle est importée, je n'évoquerai pas son nom, mais vous pouvez vous renseigner. Elle a été d'accord pour faire les 10% de ce qu'elle importe. Mais elle n'a pas eu son observation m'amène à même temps à rebondir. Ça veut dire que son observation m'amène à rebondir. La nouvelle politique qui veut être mise en place doit pouvoir être précédée par un renforcement des capacités locales de production. C'est ce que je voulais vous dire parce que le temps est en cours. Souvent, on omet de dire certaines choses. La réforme du gouvernement dans le domaine politique, c'est la carte. On a redéfini la carte agricole en 7 zones agricoles. Passons à autre chose si vous permettez, sinon on risque de ne pas évoluer. Oui, la question que vous me posez par rapport aux discussions aujourd'hui. Le tout premier budget au titre du PAG, c'est le budget 2017. Le PAG est établi sur 5 ans. Donc, nous aurons 5 budgets pour exécuter l'ensemble du PAG. C'est bien ça, hein? Et le premier des budgets, c'est celui de 2017. Donc, pour évaluer une partie du PAG, c'est qu'il faut évaluer son premier budget de mise en œuvre, qui est celui de 2017. Et selon le dernier point fait par le gouvernement au 31 mars 2017, dont nous étions au premier quart de l'année, on n'a pas pu réaliser les 15% du budget 2017. Mais voilà. Et le gouvernement lui-même, en commentant dans le Conseil des ministres, a regretté et a promis qu'il y aura beaucoup d'efforts pour booster le niveau de l'exécution du budget. Je suis d'accord avec vous. Donc, voilà. Mais d'abord, avant d'avancer, il faut que vous fassiez une synthèse, M. Ludovic, entre le budget de l'État et le budget du PAG. C'est 2 choses différentes. Le budget n'est pas une traduction de l'exécution du PAG. Le PAG est un budget, un programme d'investissement, un problème structurel. Les salaires des employés de l'État ne sont pas dans le PAG. Le fonctionnement de l'État n'est pas dans le PAG. Autant d'éléments. Le PAG, c'est un programme fixe. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les 15% constatés sont dus en grande partie au fait que, je l'ai répété au début, il y a la phase étude qui prend beaucoup de temps. Il y a la restructuration de certaines structures qui a pris beaucoup de temps. La création, par exemple, de l'agence des grands travaux, ça a pris du temps. Maintenant, c'est finalisé. Un directeur a été nommé, un général a été nommé. Les grands travaux vont pouvoir commencer. Mais au niveau des infrastructures, vous avez vu, plusieurs routes ont été inaugurées. Les études ont été lancées pour les grands contournements de Cotonou, nord-est, nord-ouest. Au niveau de l'eau, de la santé. Donc, il y a énormément d'études qui ont pris du temps. Or, pendant la phase d'études, on ne peut pas décaisser de l'argent. On ne peut pas faire des travaux. Les études, pour d'autres, sont terminées. Pour d'autres, ça continue jusqu'à la fin 2017. C'est en 2018, véritablement, que vous verrez des choses poindre et des travaux partout dans le pays. Alors, on parle du secteur de l'énergie. Qu'est-ce qui est en train d'être fait déjà? Le secteur de l'énergie, vous constaterez avec moi, sans tambour battant, sans publicité, sans communication, qu'aujourd'hui, le délestage est pratiquement oublié. Et les nouvelles options? Les nouvelles options, non. Nous avons en projet actuellement 3 barrages hydroélectriques. Sur la base de quoi? Sur la base. La réalisation suffira? Oui, nous avons 4 bassins. Il y a un bassin qui est au niveau de l'Ouémé Plateau, un autre bassin au niveau de la zone de Dassa, et un autre bassin au niveau du nord. Les études sont en cours actuellement avec des experts à la présidence. Nous allons finir. Des bailleurs se bousculent aux portes pour que ces barrages hydroélectriques. L'objectif étant quoi? De faire de telle sorte que des productions locales puissent couvrir la consommation des territoires. Si nous pouvions à terme arriver à faire de telle sorte que chaque commune puisse avoir son autonomie énergétique en produisant localement, soit grâce aux énergies renouvelables, ou bien aux énergies hydroélectriques ou thermiques habituelles. Toutes ces options-là sont prises en compte? Absolument. Ludovic? Oui, mais avant, nous n'allons pas faire de la sémantique. Je n'apprendrai rien à M. Vinegla en lui disant que le budget de l'État est bien en dépenses en capital qu'en dépenses de fonctionnement. Et le PAG étant exclusivement de l'investissement, dont les parties de dépenses en capital de tous les budgets
pendant le quinquennat permettront à réaliser, concours à la réalisation du péage. Absolument. Donc, quand je me table sur l'exécution du budget 2017, la partie au moins en capital concourt à la réalisation partielle du péage. Oui, mais cela est soutenu par les études, c'est ce que je vous explique. Pour évaluer le péage, je ne peux que me baser sur le budget de 2017. En 2018, on se basait également sur le budget de 2018 pour faire l'évaluation partielle. Soit pour l'énergie, non, c'est de très belles annonces. De très belles annonces. Mais si le gouvernement ne prend pas en compte le renouvellement de l'infrastructure, parce que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de l'énergie, ce n'est pas que la quantité disponible, c'est également les pertes sur le transport. Quand nous obtenons de l'énergie du Nigeria, le temps que ça quitte le Nigeria pour le terminal béninois, ce qui fuit, quand ça vient de la CEB, ce qui fuit sur le transport, et même sur la distribution locale, regardez de combien d'années sont vieilles nos installations. Là, et de même pour la SONEV. Donc, en même temps qu'on cherche à créer de nouveaux bassins, de nouvelles sources d'énergie, il faut qu'on commence par renouveler partiellement, ne serait-ce que progressivement, nos unités, nos infrastructures de transport de l'énergie. Sinon, nous aurons un jour de très nouvelles unités de production de l'énergie et le dispositif de transport nous lâchera. Non, le dispositif de transport aussi est renouvelé. Mais je vais demander rapidement à Ludo, avant de revenir vers Auguste Videga, quel chantier, celui-là, dont la réalisation vous laisse un peu perplexe? Encore faudrait-il qu'il y ait de nouveaux chantiers qui aient démarré. M. Videgla vient d'annoncer qu'il nous faudra attendre 2018 pour pouvoir démarrer les chantiers. Il y a eu récemment le lancement d'un complexe de savoir. Cité du Samin. De la cité, voilà. Samin, oui. Et donc, lui, il est lancé. Nous allons voir le démarrage. Mais dans les travaux routiers qui doivent se faire au niveau de Porto-Novo, pour le moment, ça nous crée beaucoup de désagréments à traverser le pont de Porto-Novo. Et nous allons subir, si tant est que c'est pour nous mettre dans de meilleures conditions plus tard. Et voilà. Auguste Videgla, vous avez envie de dire? Non, ce que j'ai envie de dire simplement, c'est que, je le répète toujours, et il est extrêmement important, c'est pédagogique. Nous devons comprendre, nous, intellectuels, cadres et nos citoyens, que rien ne se fait d'une manière instantanée. Il faut une phase de préparation, il faut une phase toujours d'étude dans tout ce que nous faisons si nous voulons atteindre des résultats optimaux. Pour cela, je demande à notre population, à nos concitoyens, d'être encore un peu plus patients. Les études pour la majeure partie des programmes du PAG sont terminées, la mise en œuvre démarre, et dans le secteur social, nous avons le projet ARCHE, qui est un projet révolutionnaire, qui permettra en résumé à un citoyen lambda d'avoir droit à une identification unique au niveau du territoire comme étant son identité, qui lui permet d'avoir sa carte d'identité, un crédit, une assurance santé, une assurance maladie. Alors l'économie béninoise, vous l'envisagez à la meilleure de sa forme, d'ici quelle échéance? D'ici l'échéance 2018, parce que l'ensemble des secteurs productifs auront démarré, la vitalité de notre secteur privé aura retrouvé son entrain, l'État aura désormais lancé l'ensemble des investissements pour accroître un peu le pouvoir d'achat et la consommation. Je pense que nous aurions déjà quelques investisseurs qui vont commencer à lancer des activités, qui vont créer des emplois, etc., etc. Donc, l'avenir est véritablement prometteur. Les axes sont posés, les études sont pratiquement bouclées. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est l'adhésion populaire à la démarche du président. En tout cas, il y a un appel de séduction à l'endroit de Ludovic qui va peut-être répondre à sa façon. Mais il y a un domaine sur lequel le Bénin est aussi très attendu, c'est celui du numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées qui sont avancées. Qu'avez-vous à dire dans ce domaine? Je sais que c'est un domaine sur lequel vous attendez aussi beaucoup. Oui, mais avant, je n'appellerai pas sur mon pays, sur notre pays, de mauvaises choses. Mais nous sommes en droit d'espérer des investisseurs. Mais dans quelles conditions? Lorsque nous-mêmes nous déclarons que l'héritage que nous avons eu et le plan économique est un sinistre, lorsque nous ne rassurons pas quand nous tenons ce discours, et l'investisseur qui est à Washington, qui est à New York ou qui est en Chine, quand il entend ça,
il n'est pas là pour vous interroger, pour que vous lui expliquiez ce que vous y mettez. Alors, il estime que ce pays n'est pas très rassurant. Votre mot de la fin, il paraît que le cas est terminé. Sur le numérique, non, le PAG lui-même l'a dit. Et si on devrait décliner la transformation structurelle de l'économie, le numérique, la gestion des infrastructures sont des axes très importants sur lesquels le gouvernement... Le temps est terminé, Ludovic, qu'avez-vous envie de dire pour conclure? Le meilleur pour mon pays. Le meilleur pour vous, en un mot? Le numérique, d'abord, permets-moi une minute. Non, le temps est terminé. Oui, je sais bien, mais il fallait apporter une réponse. Le numérique est un vaste projet en cours. L'agence du numérique est créée en marge du ministère de la Communication. Le déploiement de la fibre optique a commencé. Va commencer. Ouais. Donc, autant de travaux qui bientôt vont créer suffisamment d'emplois. Mon mot de la fin, comme d'habitude, je demande à mes concitoyens un peu plus de patience. Le chef de l'État a conscience des difficultés de nos concitoyens, du citoyen lambda. Merci Auguste Vinégla, Ludovic Guédénon, merci mesdames, messieurs, merci aussi d'avoir été des nôtres. L'émission du jour est terminée. Nous la clôturons sur cette citation de l'écrivain français philosophe Jean-Jacques Rousseau. Je cite, c'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des possibles et nourrit les désirs par l'espoir de les satisfaire. Merci une fois encore d'avoir été des nôtres. À très vite.